Tu as réussi à mettre 1000 € de côté, ben déjà bravo, parce qu'en Belgique, c'est pas facile tous les mois, on est d'accord, le coût de la vie n'est pas évident. Et du coup, aujourd'hui, tu t'es dit comment je pourrais faire fructifier cet argent, comment lui faire des bébés, comment faire travailler mon argent à ma place, développer des revenus passifs ou investir mon argent. J'en ai vu un peu passer des histoires comme ça sur les réseaux sociaux. Comment ça fonctionne en Belgique? Parce qu'en Belgique, on n'investit pas n'importe comment. On n'investit pas d'ailleurs comme en France. Par exemple, si tu regardes des contenus français, on va te montrer leur amour pour le PEA. Donc, c'est le plan d'épargne en action, une enveloppe fiscale optimisée pour les Français avec certains ETF, certains placements qui peuvent prendre et d'autres pas. Tandis qu'en Belgique, on n'a pas ça. En fait, on est tous sur CTO, un compte titre ordinaire. Donc, quand on investit en bourse, par exemple, on a beaucoup plus de possibilités qu'eux, et puis on a d'autres taxes, d'autres systèmes que eux n'ont pas, et évidemment ça impacte notre manière de travailler, d'investir. Tu as peut-être entendu parler des SCPI en France, les sociétés immobilières, ça n'existe pas en Belgique, on a des SIR. Donc tout ça, je vais t'en parler dans cette vidéo. Je vais te donner 5 possibilités pour investir tes 1000 € en tant qu'investisseur belge. Mais avant de commencer, non, tu ne peux pas investir tes 1000 €, je suis désolé. Tu ne peux investir dans rien si tu n'as que 1000 € de côté. Parce qu'il y a un concept de base, il y en a plein, je ne peux pas tout explorer dans cette vidéo, c'est une petite vidéo introductive pour t'ouvrir les concepts. Mais il y a un concept de base que je dois absolument t'expliquer avant de commencer, ça s'appelle l'épargne de précaution. En investissement, cette règle, c'est la règle d'or. On ne peut investir que de l'argent dont on est prêt à se passer pendant une longue durée. J'aime pas la phrase, on peut investir que ce qu'on est prêt à perdre. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'on n'investit pas pour perdre son argent non plus. Même s'il existe évidemment un risque de perte en capital. Ça, c'est certain. Mais on n'investit pas pour perdre. On investit par contre, et il y a des moments où ça peut chuter, mais ça peut aussi remonter. Tout ça, il faut l'étudier. Ça dépend dans quoi on le fait, mais bref, on a compris. L'idée, c'est que tu ne peux pas investir de l'argent dont tu auras besoin bientôt. L'épargne de précaution, c'est quoi? C'est une somme d'argent qui va te protéger en cas de coup dur. Généralement, on parle de 6 mois de dépenses. Ça dépend des situations. Mais par exemple, si j'ai 2000 €, moi en tout cas c'est mon cas, j'ai 2000 € de dépenses par mois, les couches, la voiture, manger, je sais pas moi, l'épargne commune avec ma femme, la voiture, l'essence, etc., le crédit de la maison, tout ça ensemble, moi je dois mettre 2000 € sur le commun, ma femme aussi, et avec ça, on sait qu'on paye tout et qu'on met un peu de sous de côté pour le couple et que tout va bien. Et puis, j'ai une petite épargne aussi, je dois créer une épargne de mon côté de 6 mois de salaire. Ça fait 12 000 €. 6 mois de dépenses, pas 6 mois de salaire, 6 mois de dépenses. Qui veut dire que, imagine, je perds mon job, imagine, je tombe malade, imagine, je sais pas, j'ai un problème, il y a la chaudière qui pète ou quelque chose qui se passe. Je dois savoir mettre de côté, je dois savoir avoir l'argent pour ça. Et il ne faut pas que je sois obligé de vendre un investissement au pire moment pour régler une galère familiale ou une galère financière. Donc, par exemple, j'ai un placement à 1000 €. Ils font à 700 €, ce qui n'est pas forcément la fin du monde. Et je suis obligé de vendre parce que la chaudière a pété. Je vends, je récupère mes 700, je concrétise ma perte. 3 mois plus tard, c'est remonté à 1500. Et ben voilà, me voici ici complètement lésé. Donc, on n'investit pas de l'argent dont on ne peut pas se passer. Et cette épargne de précaution n'est pas forcément obligée de faire 6 mois de dépenses, ça dépend de plein de critères, ça dépend de chacun aussi, de sa manière de consommer, de si on est en couple, si on a des enfants, si on a beaucoup de dépenses prévues, de si on a beaucoup de choses dans la maison où on sait qu'il faut les changer. Donc ça dépend de plein de choses. Donc ça évidemment c'est la théorie, fais tes recherches là-dessus parce qu'il faut qu'on se lance dans nos 5 possibilités d'investissement absolument. Je te mets de toute façon un chapitrage pour naviguer dans la vidéo si tu la reprends plus tard. Attention que c'est le moment aussi de placer un petit disclaimer. Ça signifie que je ne suis pas un conseiller en investissement ni un fiscaliste. Je ne donne aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire ici quoi que ce soit. C'est une vidéo qui va être très large, même si elle sera sûrement assez longue parce que j'ai quand même envie de t'expliquer en gros, en très vulgarisé comment tout ça fonctionne. Ça va donner un très bon aperçu de comment tout ça va en Belgique et de ce qu'on peut faire depuis chez nous. Mais évidemment, je ne t'encourage à rien, à acheter l'un ou l'autre ou à faire quoi que ce soit. Aucun intérêt à ça, c'est à toi ensuite de faire tes recherches, de consulter idéalement un professionnel pour t'accompagner. Investir comporte des risques de perte en capital et les performances passées ne présagent pas des performances futures. Première possibilité pour investir nos 1000 €, c'est les produits bancaires ainsi que les assurances. Fonds, épargne pension, branche 21, branche 23. C'est la première option, c'est la plus classique, d'accord? On se dit les produits proposés par les banques et par mes assurances classiques. En Belgique, c'est souvent la porte d'entrée la plus simple. Un petit coup de fil au banquier ou même via son application, on peut investir dans un fonds bancaire, dans un fonds d'épargne pension ou alors dans un produit d'assurance type branche 21 ou branche 23. Ces produits ont un point commun, tu délègues totalement la gestion à un professionnel.
Tu ne dois rien suivre, tu ne dois rien faire, tu ne dois rien choisir. Enfin, ça dépend, hein. Parfois, ils vont quand même évidemment te poser quelques questions pour être certain d'avoir quelque chose pour toi. Le truc qu'ils ont aussi en commun, il y a une deuxième chose en commun, ce sont les frais qui sont généralement assez chargés. On va te prendre 1%, 2%, 3% pour les plus chers du montant de ton investissement en frais annuels. Ça veut dire que la bourse ou que l'investissement aille bien ou mal, dans tous les cas, on va te prendre ces frais. Et donc, c'est ce qui va complètement pouvoir grignoter ta performance sur le long terme. Et évidemment que si on n'y connaît rien et qu'on veut déléguer ça, ça reste une option viable. Énormément de gens passent par là, je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste que si on s'y intéresse, si on se forme, on peut faire ça soi-même et donc économiser énormément en frais. À noter que dans certains produits comme l'épargne pension par exemple, on peut bénéficier d'un avantage fiscal en Belgique. J'ai fait des vidéos sur le sujet, j'ai dit que je restais assez générique dans cette vidéo. Mais là aussi, il y a aussi des frais élevés, tout ça, il faut se renseigner, il faut essayer de lire les documents, poser des questions. Il y a une fiscalité à la sortie de l'épargne pension, mais on pourrait se dire, du coup, c'est pas grave, je vais me diriger plutôt ou en complément vers les produits d'assurance. La branche 21 d'abord, en Belgique, qui est un produit d'assurance à capital garanti. Souvent perçu comme une alternative au compte à terme. Donc tu as ton compte courant, compte épargne, compte à terme où tu vas laisser l'argent longtemps et ici tu te dis tiens, pourquoi pas une assurance branche 21 ? C'est la plus sécurisée, mais le rendement y est aussi assez faible, surtout après les frais et après les taxes. Donc tu pourrais te dire, j'ai envie d'être un peu plus punchy, d'aller vers quelque chose d'un peu plus risqué, une assurance branche 23. Elle est plus risquée, ton argent est lié directement à des fonds sur les marchés financiers, donc il y a plus de risques de perte en capital, mais il y a un potentiel de rendement qui est nettement supérieur. Tout cela est donc relativement assez simple, très bien encadré, mais souvent coûteux en frais et pas forcément idéal quand on débute avec un petit montant tel que 1000 euros. Deuxième solution, pour investir ces 1000 euros en Belgique, on peut se diriger vers la bourse. Les marchés financiers ont déjà permis de faire des fortunes, mais aussi de fameux échecs. On est d'accord, mais en se formant correctement, en étudiant le sujet et en comprenant ce que l'on fait, on peut faire des choses sympathiques en bourse. Même avec un petit montant, on peut acheter des actions, des obligations, des ETF, toutes sortes de produits financiers divers et complexes. Il y a une offre de plus en plus large puisque c'est la mode en fait à chaque fois sortir de nouveaux produits et tout. Ne te laisse pas forcément happer par toutes ces nouveautés. Il vaut mieux d'abord rester simple, se dire ok, actions, ETF, comment ça fonctionne, les trucs de base avant de partir directement sur des private equity et compagnie. Je l'ai dit, je donne aucun conseil d'investissement, tu fais ce que tu veux, je ne donne que des avis, ça n'engage que moi. Toi, je ne sais pas qui tu es, tu fais comme tu veux à la fin. Une action, c'est quoi? C'est une part d'une entreprise en fait. Donc si tu achètes une part d'une entreprise et que cette entreprise grossit, eh bien ta part grossit également. L'idée, c'est que si on investit par exemple 100 euros dans Apple, eh bien on a la conviction que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, Apple vendra plus d'iPhone, développera de nouveaux produits, sera sur le devant de la scène et sera plus gros qu'aujourd'hui. Ça, c'est l'idée de l'investissement en bourse. On met son argent sur une entreprise en espérant que ça fasse une croissance à l'avenir. Tout ça dépend de l'offre et de la demande. Si tout le monde veut une entreprise parce qu'elle est géniale ou parce que tout le monde la veut, elles ne sont pas toujours géniales, le prix va monter. Si tout le monde s'en délaisse, si tout le monde vend, le prix va descendre. Quand tu investis dans une action d'une entreprise, tu investis donc dans ses bénéfices, dans ses réussites, mais aussi dans ses échecs et dans ses pertes. C'est la beauté et le charme, mais aussi le risque de l'investissement en bourse. Ensuite, tu peux avoir les obligations, qui elles sont beaucoup plus prévisibles, moins risquées, mais qui promettent généralement moins de rendement. Là, tu n'achètes pas une part de l'entreprise, tu lui fais un prêt, en échange duquel tu vas recevoir des intérêts. Et ce prêt, on n'est pas obligé de le faire à une entreprise. On peut aussi très bien prêter à un État. Ça s'appelle les bons d'État. La Belgique, d'ailleurs, a sorti pas mal de bons d'État ces dernières années. Parfois, certains sont plus intéressants que d'autres, mais ça permet d'avoir un rendement presque garanti. Encore une fois, aucun rendement garanti quand on investit. Mais ici, il faudrait que l'État belge fasse défaut pour qu'on ne soit pas remboursé. Donc, un bon d'État belge, c'est un prêt à l'État belge qui va se financer auprès de sa population plutôt que dans les banques. Donc, pour lui, il est gagnant. Et pour la population, généralement, tu es assez gagnant aussi. Troisième placement connu, après il y en a plein d'autres, je l'ai dit, mais ça reste une vidéo d'introduction. C'est déjà très long, on a les ETF, Exchange Traded Funds. Tu te dis, choisir des actions, c'est super compliqué. Donc, je vais en prendre un lot. L'idée, c'est que si tu voulais acheter par exemple 100 entreprises différentes, en te disant, je vais acheter une moyenne, d'accord ? Eh bien, il faudrait payer 100 fois des frais de courtage. Parce que je t'ai pas dit que dès qu'on achète sur un courtier, sur une plateforme, il y a des frais de courtage. Et donc, j'aurai 100 fois les frais de courtage. Et en plus, j'aurai
sans placement à gérer, t'imagines le bazar, super compliqué. Parce que c'est important de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir plusieurs trucs différents. Tout ça, c'est encore une fois un peu complexe, mais je reste simple, il faut que je me contienne. Mais donc, on peut acheter un ETF, un lot d'actions, un émetteur, une entreprise, un fonds, par exemple Vanguard, BlackRock, Van Eck, etc. Il y en a plein, Invesco, tu vas en retrouver plein. Eux, ils se disent, tiens, moi, je vais acheter les 100 actions et je te propose une part d'ETF qui t'expose à ces 100 actions. D'accord? Par exemple, dans un ETF équipondéré, tu achètes une part d'ETF pour 100 euros, tu as 1 euro dans chacune des 100 actions. Généralement, dans les ETF classiques, ce n'est pas équipondéré, donc il y a certaines entreprises qui sont plus pondérées que d'autres en fonction de leur puissance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est aussi autofiltrant. Ça veut dire que si une entreprise est très mauvaise, elle va dégringoler du classement, passer à la 101e position, et donc il y en a une autre qui va la remplacer. Et sur le long terme, ça permet de miser vraiment sur une tendance, sur une moyenne. Et cette moyenne, historiquement, a tendance à monter. Parce que y a de l'inflation, parce qu'il y a de la croissance, parce que le monde évolue et que de manière générale, l'économie, les entreprises, ça a tendance à monter. Si ça monte plus, c'est qu'on est quand même très mal barré. Tu vois, je sais pas si la bourse, ce sera peut-être pas notre plus grand problème. Mais il peut y avoir des périodes de stagnation pendant 5 ans, 10 ans où la moyenne ne bouge pas. Donc, c'est pas non plus magique. Aucun placement n'est magique. Ça, tu dois te le mettre en tête. Celui qui te dit l'inverse est un menteur. Et tu peux retrouver généralement des ETF sur le SP500, les 500 plus grosses entreprises américaines, le stock 600, les 600 plus grosses entreprises européennes, sur l'Inde, sur les pays émergents, sur l'or aussi, tu peux acheter de l'or via ça. Enfin bref, je te laisse te renseigner, tape Goteco ETF, j'ai fait plein de vidéos qui peuvent te donner des idées supplémentaires. Et la beauté de ces ETF, c'est que ça fonctionne un peu comme les fonds bancaires dont je t'ai parlé tout à l'heure, sauf que d'avoir 2-3% de frais, tu serais vers 0,2-0,3%. Donc 10 fois moins cher. Pour tes 1000 euros, par exemple, dans mon exemple des fonds bancaires de tout à l'heure, on te prendrait 30 euros, si c'est 3%, sur tes 1000 euros par an. Ici, avec du 0,3%, on te prendrait 3 euros seulement. Par contre, il faut gérer un petit peu soi-même, il faut gérer les taxes, la TOB, la taxe Renders, il y a aussi les taxes des plus-values qui vont arriver, les précomptes sur les dividendes, bref, c'est toute une expertise, c'est tout un domaine, tout un univers à apprendre, mais ça peut être intéressant. Et il faut vraiment se former et comprendre qu'on est seul responsable devant son écran de ses décisions. C'est moi qui appuie sur les boutons, donc c'est moi qui suis responsable. Alors qu'avec le banquier, là j'ai quand même quelqu'un sur qui me reposer qui pourra m'aider. Alors que moi, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas te dire quoi faire à travers un écran, sachant que je m'adresse à des milliers de personnes et pas forcément à toi. Donc tu es seul dans cette aventure. Idéalement, consulter un conseiller en investissement avant toute décision d'investissement. En tout cas au début, ça peut être pas mal. Passons à mon troisième pôle d'investissement en Belgique. Ma vidéo va être beaucoup trop longue, mais j'espère que c'est intéressant. J'essaie vraiment de vulgariser, de donner une idée générale. Troisième grand investissement en Belgique, c'est l'immobilier. Bien entendu. En Belgique, c'est une religion. On a une brique dans le ventre. D'ailleurs, quand un couple de mamans, par exemple, se rencontre, elle dit « Ah, ton fils, comment va-t-il? Il a 25, 30 ans maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a déjà acheté sa maison ?» C'est même pas est-ce qu'il pense acheter une maison, non, c'est est-ce qu'il a acheté sa maison. Ça paraît même couler de source d'acheter sa maison en Belgique. 70% des ménages, et c'était la statistique il me semble, sont propriétaires de leur logement. À crédit pour la plupart, évidemment. Mais ça montre quand même une tendance très très importante pour l'immobilier. Les Belges ont ça dans le sang. Mais soyons réalistes, avec tes 1000 euros, tu ne vas pas aller très loin en matière d'immobilier. Cependant, il y a des possibilités pour acheter de l'immobilier coté. Ça veut dire qu'il y a de l'immobilier qui est mis en vente, en bourse, tu vois, et tu peux acheter une part de cet immobilier et donc avoir droit à une part des loyers. Ça, c'est plutôt sympathique. Ça peut être intéressant à creuser. Tu as sûrement entendu parler des SCPI peut-être chez les créateurs français. Je t'en ai parlé tout à l'heure. En Belgique, ça n'existe pas. On a les SIR, Sociétés Immobilières Réglementées, c'est ça. Une SIR, c'est une entreprise donc, qui est cotée en bourse, qui possède plein d'immeubles, parfois par secteur, des maisons de repos, des bureaux, des entreprises de logistique, des entrepôts, etc. Ou parfois des résidences étudiantes, par exemple. Et donc, toi, en achetant une action de cette SIR, tu deviens propriétaire indirectement d'une part de ces immeubles. L'avantage, c'est que tu vas toucher ta part de loyer sous forme de dividendes. Donc les dividendes, c'est les revenus de certaines actions. Toutes les actions ne versent pas des dividendes. Mais ici, dans le cas des SIR, ils vont en verser une bonne partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes. Pour les obligations dont j'ai parlé tantôt, les prêts, en fait, en échange, tu ne reçois pas des dividendes, tu reçois des intérêts. On est d'accord, tu suis, c'est très bien.
On peut commencer donc avec quelques dizaines d'euros en SIR, pourquoi pas, ça peut avoir du sens et on ne doit pas gérer les signatures chez le notaire, il ne faut pas trouver des locataires, il ne faut pas gérer les pannes, etc., l'électricité, les travaux, les machins, rien à faire, c'est eux qui s'occupent de tout. Mais bien entendu, il y a des risques. Les SIR cotés en bourse ont une valeur qui peut monter ou descendre selon les conjonctures, selon ce qui se passe. C'est comme pour les actions classiques, il y a aussi des taxes, aussi des TOB, un précompte mobilier sur tes dividendes, etc. Donc tout ça, encore une fois, il faut creuser, mais si on veut de la diversification ou si on veut se sentir propriétaire indirectement d'immobilier, ça peut être une solution intéressante. En Belgique, il y a aussi le crowdfunding immobilier, tu as peut-être entendu parler de ça. Je ne m'y suis jamais risqué, mais en gros, tu prêtes de l'argent pour des projets immobiliers belges, ici dans mon cas, souvent sous forme d'obligation, et donc on te rembourse à l'échéance avec un gain normalement. Si le projet fait faillite, ben, tu ne récupères pas ton argent, c'est donc assez compliqué. Mais avec 1000 euros, avec ce budget, on peut imaginer mettre une partie là-dedans, ou en tout cas s'y intéresser. Passons à mon point 4, les crypto-monnaies. Mais bien sûr, on devait en parler, on ne pouvait pas passer à côté. C'est probablement la première idée qui venait à l'esprit, mais je ne voulais pas le mettre en premier parce que même si plus le temps passe, plus elles font leur place, ça reste quand même pas grand-chose par rapport à l'immensité de l'investissement immobilier ou de l'investissement en bourse. D'accord? Même si je suis pas en train d'être péjoratif, la crypto-monnaie, c'est intéressant, d'accord? Hein, il y a des institutions, etc. qui s'y mettent, il y a plein de choses comme ça. Donc, Bitcoin, Ethereum, Solana, tout ça, ça vaut le coup de s'y intéresser, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et la réalité belge est souvent un peu différente à ce niveau-là, puisque ça n'a pas forcément été mis en avant au départ. C'était même un petit peu la chasse aux sorcières à ce niveau-là. Du coup, on peut acheter légalement des crypto-monnaies en Belgique, bien entendu. Je vais t'expliquer en gros comment ça marche. Mais tu n'as aucune garantie, aucune protection comme pour les produits des banquiers classiques. D'ailleurs, en fait, pour les actions aussi, mais ça dépend. Parce que les actions sur un courtier belge, tu vois, d'une banque belge, tu as quand même une sécurité, il y a des fonds derrière au cas où il y a un problème. Il y a aussi une garantie des dépôts, donc l'argent que tu places, on te promet de te le rendre, etc. Sur certains exchanges, sur certaines plateformes de crypto-monnaies, c'est beaucoup plus obscur. De nos jours, c'est plus régulé, mais il y a encore un petit peu, c'est moins la jungle qu'avant, mais ça reste un peu compliqué. Certaines cryptos sont extrêmement volatiles, elles peuvent perdre 80% de leur valeur en quelques semaines, en quelques minutes même, et elles peuvent ensuite tripler en quelques mois. Enfin, c'est des trucs qui sont parfois assez aberrants. Retiens que c'est un univers assez spéculatif et pas forcément tranquille. Peut-être que le Bitcoin, évidemment, l'Ethereum sont les grands noms du secteur que tu dois connaître. Hein. Bien entendu, Bitcoin, je suppose que tu as déjà entendu parler. Et tu dois savoir que de manière générale, en Belgique, je passe du coq à l'âne, la spéculation est lourdement taxée. Ça veut dire que si on achète, on revend, on fait de l'achat-revente régulièrement, on a un profil de spéculateur et donc on serait davantage taxé en bourse, à hauteur en tout cas de 33% à l'heure où je tourne cette vidéo, sur tes plus-values, tandis qu'il y a moyen de payer moins de taxes dans le profil de bon père de famille. Il y a aussi les professionnels, mais bon, si tu regardes cette vidéo, tu n'es sans doute pas un professionnel, qui vont être taxés différemment. Tout ça, c'est pour une autre vidéo. Ici, encore une fois, on reste assez simple et on va passer à un point important qui est comment j'achète ces fameuses cryptos. Donc pour la bourse, tu dois aller sur un broker qui lui peut permettre d'avoir des ETF crypto. Donc ça existe, c'est assez complexe, il faut encore comprendre le truc, mais ça existe, des ETF, des ETN, des ETP. Ça, j'ai fait une vidéo, tu tapes ETF, Bitcoin, Goteco, j'ai fait une vidéo qui explique un peu la différence de tout ça. Et sinon, tu peux aller sur un exchange. Donc là, ce n'est pas un courtier en bourse, c'est un courtier, une plateforme en crypto-monnaie. Binance, Coinbase, pour certains des plus connus, qui vont permettre donc d'acheter des crypto-monnaies dessus. Et ensuite, il y a tout un système avec des wallets et tout ça. Mais bon, pour rester dans l'idée générale, il vaut mieux avoir une plateforme sérieuse, d'accord, qui est agréée au niveau de l'Europe, au niveau de la FSMA, idéalement en Belgique. C'est le régulateur belge. Et ça va permettre ainsi plus de sécurité et d'éviter de mettre son argent sur n'importe quelle plateforme au hasard et ensuite de n'avoir aucun recours. Les cryptos, c'est passionnant, ça fait rêver, mais c'est aussi à haut risque. Cinquième placement avec 1000 euros en Belgique, il nous reste aussi l'or ou les métaux précieux, mais on va surtout ici parler de l'or. 1000 euros en or ou alors une partie de ces 1000 euros, on peut aussi imaginer mettre une partie de s'intéresser un peu à différents domaines et mettre un peu des choses partout et essayer de voir un peu ce qui te plaît le plus, ça peut être intéressant aussi. Mais si on parle d'or, mettre son argent dans l'or, ça peut se faire de deux grandes manières, soit l'or physique, soit l'or virtuel, l'or papier. Tu vas comprendre puisqu'avec ce qu'on a fait avant dans la vidéo, ça va être assez clair je pense.
L'or physique s'achète souvent dans des boutiques ou chez des revendeurs d'or. Il y a les comptoirs de l'or aussi en Belgique, hein, j'en vois de temps en temps, qui permet d'acheter des pièces, des lingotins, etc. Attention aux pièces parce qu'il n'y a pas seulement la valeur de l'or, il y a aussi la valeur de la pièce en elle-même, sa rareté, etc. Donc c'est tout un business, mais c'est toute une collection, tu vois, où moi je ne m'y connais pas très bien. Après, on peut acheter aussi des lingots d'or qui, eux, sont juste au niveau du poids de l'or, tu vois, donc des plaquettes, etc. Ça peut se faire en toute petite quantité et donc pour moins de 1000 €, c'est possible également. Et là, on détient son or, on peut le mettre à la maison, on peut le cacher et le revendre un jour. C'est un placement. L'or digital maintenant, en fait, ça fonctionne avec les ETF. Généralement, il y a d'autres méthodes, mais le plus connu, c'est les ETF et ça s'appelle ici un ETC. ETF, Exchange Traded Funds, c'est un fonds coté en bourse qui rassemble un lot d'actions, en très gros. Un ETC, Exchange Traded Commodities, les commodities ce sont des matières premières, c'est donc une sorte d'ETF, un fonds qui va acheter des matières premières. C'est comme si moi, bon celui-là il sonne un peu creux en plastique, mais c'est comme si moi ici j'ai mes 6 lingots d'or, je dis je t'en vends un, tu payes, je le laisse là, hein, c'est moi qui reste là à la maison, mais j'ai un petit Excel, j'ai un papier qui dit voilà, il y en a un, il appartient à lui. Et le jour où tu veux revendre, tu me renvoies le truc, je dis que c'est vendu, tu récupères ton argent et ensuite je peux le mettre à quelqu'un. Il y a évidemment des frais de gestion, mais ça reste relativement raisonnable et ça peut être une manière d'acheter de l'or avec son téléphone depuis son canapé. C'est pas ridicule, même si encore une fois, aucun placement miracle. L'or ne verse pas de bénéfices, pas de dividendes, pas de revenus. C'est pas quelque chose qui rapporte. C'est quelque chose qui fait uniquement de la plus-value sur le long terme. Et encore, on nous dit généralement qu'il suit simplement l'inflation. Ça dépend des périodes. Hein. En période de crise, l'or, on a vu ici en 2024-2025, ça peut exploser. Tout dépend dans ces 5 placements, j'espère que ça t'a intéressé, tout dépend de ton profil d'investisseur, de ton horizon de placement sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 6 mois. Est-ce qu'on a besoin d'argent pour le mariage, pour la maison bientôt? Est-ce que j'ai des travaux à faire? Est-ce que j'ai un petit capital, un gros capital? Ici, on parlait de 1000 €. Comment créer ma stratégie? Comment créer mon portefeuille? Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je peux te donner une part de la réponse, un petit aperçu via un e-book boursier dans lequel j'ai compilé les 10 portefeuilles inspirés d'investisseurs célèbres. Donc 10 allocations, 10 exemples d'investisseurs très connus dans le monde de la finance qui ont créé des portefeuilles théoriques, hein, donc c'est très connu, c'est ce que tu vois dans les livres de finance. Et cet e-book, il est gratuit si tu visites mon site, c'est offert, donc c'est le premier lien en description, tu peux le télécharger. C'est pour toi. Merci juste de ne pas le partager allègrement, d'accord? C'est juste pour toi et c'est le cadeau de bienvenue. J'espère qu'avec cette introduction ici, je t'ai donné un petit peu le goût de t'intéresser à cet univers passionnant de l'investissement. Notamment en Belgique, on a plein de spécificités puisqu'il y a plein de règles fiscales, mais aussi des manières de faire qui sont différentes. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.